APRC KSI vous présente Supply Chain Durable. APRC KSI, producteur d'immobilier d'entreprise. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission d'aujourd'hui dont le titre est « Assurer le fret dans un monde fini ». Le fret, 9% des émissions de gaz à effet de serre en France, est fortement dépendant des énergies fossiles, car 89% de ces volumes transitent par la route et seulement 9% par voie ferroviaire. Chose encore plus importante, depuis les années 60, les émissions ont été multipliées par plus de 3. Il est évident qu'il faut mener une réflexion sur la façon de rendre le fret activité indispensable à l'économie et à la société, beaucoup moins dépendant des chocs climatiques et énergétiques qui ne cesseront pas d'augmenter. Pour discuter de ce sujet tellement important, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Ruben Fischer. Bonjour. Bonjour Ruben. Ruben a notamment coordonné une étude le fret dans un monde fini. Et donc, il va nous en parler aujourd'hui. Avec plaisir. Juste quelques mots pour vous présenter succinctement. Oui, ok. Je suis chef de projet bénévole au sein du Shift Project sur le secteur du fret depuis 2020. Et dans le cadre de mes activités salariées, je suis directeur RSE et développement durable au sein d'un groupe qui comporte plusieurs filiales, mais qui travaille notamment dans le secteur de la logistique et notamment sur le dernier kilomètre. Très bien. Pour notre public, sûrement beaucoup connaissent déjà le Shift Project. Mais sinon, est-ce que vous pourriez dire deux mots sur le Shift Project et aussi sur leur récente activité qui consiste à avoir développé le plan de transformation de l'économie française et donc expliquer un peu l'objectif de ce PTEF. Ok, très bien. Le Shift Project, c'est une association loi 1901 dont le but est d'œuvrer pour une économie libérée de la contrainte carbone. Ça, c'est le pitch. Et depuis 2020, un des grands axes de travail du Shift Project, ça a été ce que vous dites, le plan de transformation de l'économie française, qui couvre de multiples secteurs de l'économie et de la société française et qui dit en gros, dans le cadre d'une réflexion qui était le monde d'après, lors de la pandémie en 2020, chiche, si on devait imaginer ce monde-là, avec les doubles contraintes qui sont quantité d'énergie limitée d'un côté, respect du budget carbone de l'autre, en gros stratégie nationale bas carbone, quels sont les impacts, quels sont les besoins en termes d'emploi et comment ça se matérialise tout ça? Comment est-ce que les choses changent au sein de secteurs aussi divers que la culture, l'administration publique, le transport de passagers et le fret par exemple? Donc en fait, ce plan de transformation de l'économie française ne fait que remettre l'économie dans la limite des contraintes physiques de notre planète. C'est ça un peu le but, essayer de ramener nos activités parfois effrénées ou accélérées ou un peu au-delà de besoins raisonnables dans la limite, dans nos limites planétaires. C'est un peu ça le but? Oui, c'est très joliment dit. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est comment est-ce qu'on arrive à exercer une certaine quantité d'activité tout en respectant les limites planétaires. Et les limites planétaires sur lesquelles nous avons travaillé étaient de l'ordre de 2, que l'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Donc on n'a pas pris en compte des impacts sur biodiversité par exemple. Et les autres limites planétaires. Pas pour dire que c'est pas important, mais je vois, c'était le parti pris. Il faut bien commencer par, et c'est sûr que l'urgence climatique et les besoins en énergie représentent les deux défis principaux. Oui, venons maintenant à l'objet spécifique de notre rencontre, parce que dans le cadre de ce plan de transformation de l'économie française, il y a notamment une réflexion et donc la publication d'un rapport sur comment décarboner le fret. Oui. Est-ce que vous pouvez, avant de donner un peu les recommandations, les résultats de cette étude, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous avez travaillé ? Oui, on a travaillé, ça a pris... alors déjà, je ne suis pas tout seul. On a travaillé, il y avait 3 personnes qui travaillaient avec moi, qui ont assuré la majeure partie de la rédaction, du travail de relecture, la documentation, etc. Et la manière dont nous avons travaillé, ça a pris à peu près 18 mois. Et pendant ces 18 mois, on a mené à peu près une 50aine d'entretiens avec des acteurs du secteur. Alors les acteurs qui peuvent être, qui étaient de l'ordre de chargeurs, des transporteurs, des commissionnaires de transport, des constructeurs de véhicules, des gestionnaires d'infra, des intervenants du monde académique, institutionnel. Donc, vraiment un panorama... Des acteurs publics aussi? Oui, tout à fait, oui. Merci de compléter. On a voulu un panorama aussi large que possible.
Et en parallèle à ces entretiens qui nous ont donné beaucoup de matières premières, on s'est appuyé sur à peu près 150 rapports, publications existantes. Et pour concilier tout ça dans un rapport de 150 pages et qui contient une cinquantaine de propositions pour le fret. Super. Alors, commençons à déballer un peu ces propositions. Okay. Commençons peut-être par un axe qui a été très structurant. C'est lui qui concerne les recommandations portant sur les flux intra- et interrégionaux. Parce que c'est vrai, on ne l'a pas dit, ce plan, cette étude se réfère au transport en France. Oui, tout à fait. Merci de préciser ça. Oui, ça ne concerne que, entre guillemets, les transports domestiques. Et donc, ça exclut, par exemple, tout ce qui est cargo aérien, parce qu'il y en a quand même très peu en France, ainsi que le maritime. Donc, le périmètre géographique est limité, effectivement, à la France. Et en termes de périmètre sectoriel, ne sont pas compris, par exemple, les livraisons qui sont opérées aujourd'hui par les particuliers, parce que ça représente relativement peu de choses. Et nous n'avons pas compris également tout ce qui était livraison de repas à domicile, qu'on n'a pas considéré comme étant faisant partie du flux. Ouais, c'est ça. Alors, quelles sont les principales recommandations pour les flux intra- et interrégionaux? Bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de baguette magique. Donc on n'a pas mis d'espoir sur une technologie qui serait naissante ou qui serait à venir. Le premier point qui permet de réduire les émissions d'à peu près 50%, c'est le fait d'électrifier de manière massive tout ce qui roule. Et à ça, on peut dire que aujourd'hui, des batteries pour des poids lourds, en gros, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, c'est limité à 20 tonnes, par exemple. Et donc, il y a des solutions en parallèle qui seraient, par exemple, d'électrifier des autoroutes. Alors, pas toutes les autoroutes, mais par exemple, les portions les plus utiles. Les axes les plus structurants des flux de marchandises. Ouais, les axes prioritaires, d'avoir une forme d'électrification qui évite d'emporter par exemple 3 tonnes de batterie dans le camion, et donc ça libère de la place, et ça permet également d'avoir un peu moins de besoin en termes d'infra de recharge, puisqu'en gros, pendant qu'on roule, soit on recharge, soit on n'a pas besoin de faire appel aux batteries. C'est vrai que c'est aussi un peu aligné, je lisais l'autre jour que même la Commission européenne annonce la volonté d'équiper toutes les routes en Europe de recharge de batterie tous les 60 km. Pour l'instant, c'est au niveau des annonces, mais c'est quand même une vision qui montre qu'on réfléchit vraiment à se doter de l'infrastructure qu'il faut pour électrifier nos transports. Oui, tant mieux. Il n'est jamais trop tard, c'est ça? Deux remarques sur l'efficacité. Par rapport à un moteur thermique, moi je ne connaissais pas ça avant. Un moteur thermique, si on prend une voiture thermique, pour 60 litres de carburant, il n'y en a que 12 qui servent à faire tourner les roues. Donc il y a un taux d'efficacité de l'ordre de 20%. Pour tout ce qui est moteur électrique, c'est l'inverse, c'est 80%. Donc il y a une forme d'efficacité intrinsèque au moteur électrique qui justifie un peu plus ce choix, en plus des éléments de décarbonation. Donc il n'y a pas que l'électrification, mais c'est le premier point et ça compte pour à peu près 50%. Après, j'imagine qu'on a le classique report modal. Alors classique, mais pour autant, jusqu'à présent, ça n'a pas trop pratiqué. Classique dans les livres. C'est ça. Moi, je parle en tant qu'académique. Oui, classique, on en parle depuis longtemps. Le report modal qu'on a vécu, c'est plutôt l'abandon du rail et du fluvial jusqu'à présent vers la route. Et en effet, sans même changer de technologie, que ce soit sur le rail ou sur le fluvial, le fait de faire du report modal, et donc nous en prévoyons, je crois, le rail multiplié par 2 et le fluvial multiplié par 3. Donc le fait d'avoir ce report modal fait que, comme il n'y a pas de friction, en gros, enfin, ou très peu en tout cas sur les rails et sur l'eau, il y a une efficacité là, énergétique qui est également très forte. Et par exemple, non pas que les moteurs soient 100% électriques, c'est pas vrai sur le rail et c'est encore moins vrai sur le fluvial, mais cette efficacité-là, plus la capacité de chargement qui est largement supérieure au poids lourd routier par exemple, fait qu'effectivement il y a des gains à opérer tout de suite, rien qu'en faisant du report modal, sans avoir rien changé par ailleurs. Dernier point là-dessus, c'est que d'après ce que nous disaient les acteurs, les capacités d'infrastructure sont sous-utilisées, ou en tout cas peuvent être mieux utilisées. Oui, je crois que le rail, on peut transporter 2 fois plus, et le fluvial, c'est par endroit jusqu'à 3 fois plus. Super. Donc ça, ce sont vraiment des choses qu'on pourrait faire à relative courte échéance. Après, on s'inscrit toujours dans une approche de multimodalité, c'est-à-dire depuis 2010, avec le livre blanc de la Commission européenne, on dit c'est pas le report modal, la mode contre l'autre. C'est plutôt avec le dernier kilomètre ou le premier kilomètre, une intégration, une interopérabilité entre les modes de transport.
Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on parle de report modal, on imagine que c'est l'un ou l'autre. Effectivement, c'est un peu comme dans la vie, c'est une combinaison de plusieurs facteurs qui est preuve de réussite. Et donc le pré-acheminement et le post-acheminement peut être largement réalisé en transport routier. Mais effectivement, si la plus grande majorité de la distance est opérée par un mode moins carboné, ce serait une bonne chose. Mais dans notre plan, le mode routier reste prédominant, même en 2050. Mais effectivement décarboné et avec une intermodalité qui est assurée en amont et en aval. Très bien. L'autre axe important, c'est tout ce qui concerne le transport de fret en ville, pour l'augmentation de ces flux et tout ça. Alors, quelles sont les principales orientations que vous préconisez? En ville, on parle souvent du dernier kilomètre. C'est un peu, dans les médias, c'est le sujet peut-être principal. Ouais, c'est ça. Et par contre, en termes d'émissions, ce n'est pas aussi important que ça. C'est à peu près 10-11% des émissions du transport de marchandises en France. Donc c'est important, mais ce n'est pas le sujet le plus important. Donc juste pour préciser ça. Dans l'univers urbain, je pense qu'il y a deux choses. Le premier, c'est tout ce qui est en lien avec le foncier, tout ce qui est en lien avec l'univers urbain, c'est rendre la place ou donner une place importante à la logistique pour qu'elle puisse être planifiée, intégrée, pour qu'on puisse avoir des centres de mutualisation urbain, par exemple, pour qu'on puisse donner la place à la cyclologistique. Et donc ce genre de choses, en plus de l'électrification, permettrait d'avoir des livraisons qui se feraient dans un univers urbain qui serait plus silencieuse, moins sujette à la congestion, moins de stationnement interdit, etc. Parce qu'on a un report assez fort sur la cyclologistique qui n'a pas un très grand impact en termes de décarbonation, même s'il compte quand même, mais qui a un énorme impact en termes d'emploi. Dans nos prévisions... Pardon ? Pollution de l'air aussi, ou c'est pas forcément Vous avez raison. Étudié ? Alors, vous avez raison, mais on n'a pas trop travaillé là-dessus. Donc, je ne suis pas vraiment compétent pour vous répondre. Je pense que vous avez raison, mais je ne peux pas m'appuyer sur des études pour ça. En revanche, je lisais qu'en ce qui concerne l'utilisation, par exemple, de véhicules électriques en ville, les scooters électriques, on n'est pas les plus avancés en France. Par rapport à d'autres pays, oui, certainement, mais là aussi, comme on n'a étudié que la France, je ne peux pas trop vous répondre. Mais ça se développe, vous constatez quand même ça... Qu'en France, ça se développe ? Oui, ça se développe. Je pense qu'on est encore un peu limité par l'infrastructure des capacités de recharge. Mais pour autant, effectivement, l'électrification des livraisons au centre-ville, c'est un point important, avec la cyclologistique, qui a une efficacité qui est 10 fois supérieure à un véhicule utilitaire léger, même s'il est électrique. Donc en gros, en termes d'efficacité énergétique, oui, c'est incomparable en termes d'efficacité. Bon, alors, toutes ces mesures opérationnelles, comme vous le disiez, vous n'avez pas réinventé la roue, mais l'important, c'est de les coordonner, les planifier, de les mettre en place. Donc, au-delà de ces mesures technico-organisationnelles, est-ce que vous avez aussi regardé un peu le rôle que pourraient avoir des acteurs publics, que ce soit au niveau national ou au niveau local? Oui. 2 ou 3 choses, je vais essayer de m'en rappeler. Premier point, c'est que... alors, dans un contexte où aujourd'hui le gouvernement n'a pas de ministère de transport, on va être un peu à contre-courant, mais ce que nous proposions, c'était un ministère dédié à la logistique. Donc, non seulement au transport au sens large, mais spécifiquement à la logistique. Ça va peut-être se faire, on verra ce qui se passera courant juin. Ça, pour pouvoir décliner une forme d'autorité, une forme d'encadrement à tous les différents échelons territoriaux. Et je vais essayer d'illustrer ça avec... ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, avec les entrepôts logistiques, où en gros, les entrepôts, une fois qu'ils ont obtenu le permis de construire, sont établis très souvent le long des axes autoroutiers, excusez-moi. Et si toutefois, ensuite, il faut opérer un report modal, c'est un peu plus difficile si on n'y a pas pensé avant. Et donc là, une des réflexions, ce serait de dire que dans le cadre d'un plan qui serait édicté par ce ministère de la Logistique, les différents échelons territoriaux auraient leur mot à dire pour les futures installations logistiques, pour dire non, en fait, il faut privilégier par exemple des plateformes multimodales, donc accès au ferroviaire, au fluvial, en plus du routier. Donc ça, c'est une coordination au niveau national. Oui. Et au niveau local, est-ce que vous avez préconisé d'autres... Oui, au niveau local, on se base sur ce qui existe aujourd'hui avec les autorités organisatrices de la mobilité. Donc en gros, c'est les régions qui organisent le transport de passagers. Et on imagine quelque chose comme étant à peu près la même chose, alors les détails restent à voir, mais à peu près la même chose pour aboutir à une autorité organisatrice du fret qui permettrait par exemple de faire des appels d'offres sur des services ou sur des produits sur un périmètre défini et de dire au lieu d'avoir X nombre d'acteurs qui font à peu près la même chose au même moment dans la même rue, d'en avoir un seul et que cet appel d'offres puisse mettre en avant ceux qui ont
le plus de vertus sur la décarbonation, par exemple, avec d'autres facteurs sociaux, mais en tout cas permettrait d'une part d'œuvrer pour un optimum collectif et non pas un optimum, enfin non pas la somme d'optimum individuel, et de créer un espèce d'appel d'air pour que les acteurs soient le plus vertueux sur le cadre de la décarbonation. Très bien, mais dès qu'on parle de fret dans un monde fini, on ne peut pas s'empêcher d'évoquer de big elephant in the room, diraient les anglo-saxons, c'est ça? Est-ce qu'on peut arriver à décarboner le fret sans s'attaquer aussi aux volumes globaux? Je ne pense pas, mais je vais vous répondre un peu différemment, si vous le voulez bien. Tout à fait. Dans le cadre du plan de transformation de l'économie française, il y a eu différents secteurs qui ont été travaillés. La culture, l'administration publique, l'industrie auto, l'agriculture et le fret. Et il y avait des secteurs transverses, dont l'énergie. Et le rôle de ces secteurs transverses, c'était de dire il y a une quantité limitée d'énergie. Et donc, en gros, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. Il faut la louer. C'est ça, tout à fait, il faut la louer aux différents secteurs. Et donc, dans ce cadre-là, l'industrie auto, par exemple, produit un peu moins de véhicules neufs. Et donc, il y a un peu moins de véhicules neufs à transporter dans le cadre du fret. L'agriculture, une partie d'entre elles est relocalisée et dans le cadre de notre plan, je crois qu'il y a une baisse de 60% des tonnes-kilomètres liées à l'agriculture. Donc, ces différentes baisses des différents secteurs, excusez-moi, font de manière automatique une baisse de la demande de l'ordre de 25% pour le transport de marchandises. Donc, ce n'était pas un paradigme qui était imposé, mais grâce au travail cohérent entre les différents secteurs, effectivement, cette baisse de 25% de la demande contribue à une baisse des émissions de l'ordre de 30%. En même temps, on peut même dire qu'avec aujourd'hui une orientation, une volonté de réindustrialiser la France, on pourrait avoir d'autres flux qui pourraient augmenter, par exemple. Oui. C'est effectivement des exemples que je n'ai pas cités, mais effectivement, dans le cadre d'une réindustrialisation partielle, effectivement, des produits, au lieu de traverser toute la France, seraient limités, par exemple, à des déplacements régionaux. En effet. Merci beaucoup, Ruben. On arrive à la question de la fin. Aurez-vous une image pour pouvoir synthétiser le message véhiculé par ce rapport, le fret dans un monde fini? Ok, merci. Oui, pas mal d'acteurs nous expliquaient l'importance du concept just in time. Donc en gros, le juste à temps, pour une traduction pas très heureuse en français. Et donc en gros, c'est, on va dire, la gestion des stocks et du transport en flux tendu. Et donc il nous est venu à l'idée, le fait de dire, en fait, il faut remplacer cette course contre la montre, ce just in time, par une course contre le carbone. Magnifique phrase de clôture de cette interview. Essayons de tous nous attaquer à la course contre le carbone. Merci, au revoir. APRC KSI vous a présenté Supply Chain Durable. APRC KSI, producteur d'immobilier d'entreprise.